Bonjour à tous, bienvenue au webinaire intitulé Open Access, économie sociale et solidaire et éditorialisation des nouveaux visages de l'édition savante. Nous sommes ravis avec Antoine Fauchier d'être parvenus à motiver des intervenants de qualité pour cette séance. Et nous avons le plaisir de recevoir Sylvie Bigot, Émilie Paquin, Sylvia Fredrickson, Servane Monjour et Nicolas Sauret. Je les remercie tous sincèrement pour leur implication et leur enthousiasme. Avant d'exposer le déroulé de ce webinaire, je vais me présenter. Alors, je suis Valérie Laroche, maître de conférence à l'ENSIB et membre du laboratoire de recherche HELICO. Je suis responsable du Master 2 Publication numérique de l'ENSIB et je m'intéresse aux formes éditoriales innovantes pour adapter le programme d'enseignement du Master dont je suis responsable aux besoins des professionnels. Je suis aussi co-responsable de la série des concepts pour penser la société du XXIe siècle chez IST Éditions et membre du comité éditorial de balisage de l'ENSIB. Nous remercions le centre Jacques Cartier, l'ENSIB et l'Université de Montréal pour nous avoir permis d'organiser ce webinaire. J'utilise le nous car ce webinaire a été organisé de manière collégiale et très agréable avec Antoine Fauchier à qui je donne la parole pour qu'il se présente. Bonjour, je m'appelle Antoine Fauchier, je suis doctorant à l'Université de Montréal et plus particulièrement au laboratoire, la chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques, dirigée par Marcello Vitali-Rosati, qui pourra par ailleurs peut-être nous rejoindre tout à l'heure pour dire un mot pendant la rencontre. Merci pour cette organisation et ce mot d'introduction, Valérie. Et donc nous allons commencer dans quelques minutes par les interventions. Eh bien, je vais d'abord présenter rapidement le contenu de ce webinaire. Donc, le webinaire d'aujourd'hui réunit des acteurs de l'édition savante pour en montrer la diversité. En France comme au Québec, l'accès libre aux publications est dynamique du fait des textes juridiques récents publiés sur le sujet. Nous avons souhaité, avec Antoine Fauchier, associer aux acteurs de l'Open Access les acteurs de l'économie sociale et solidaire du secteur culturel. Si les grands groupes participent par l'importance quantitative de leur production à une certaine diversité éditoriale, cela ne suffit pas à garantir la biodiversité. Les éditeurs indépendants et ceux de l'économie sociale et solidaire se soucient certes de l'équilibre économique de leur maison d'édition, mais ils sont avant tout préoccupés par les contenus qu'ils publient et par le maintien d'une diversité culturelle. Ils ont aussi des pratiques innovantes. C'est ce qui nous a incités à les inviter. Ce webinaire a donc pour objectif de vous présenter des acteurs de l'édition savante œuvrant dans l'open access et dans l'économie sociale et solidaire pour mieux en comprendre les spécificités. Alors, j'ai un doute sur le passage des transparents, puisque je vois preview. Est-ce qu'Antoine, tu peux me dire si le diaporama passe? Écoute, ça a l'air de fonctionner. Peut-être ce que tu peux faire et ce que va faire aussi Sylvie en prenant la parole, c'est cliquer sur le bouton Tech Control pour pouvoir ensuite passer les slides elles-mêmes. Ah oui, d'accord, excuse-moi, j'ai oublié de faire ce détail. Donc, merci Antoine pour cette précision. Donc, je vais présenter d'abord le plan de notre présentation. Donc, on l'a organisé en deux parties. La première, elle présente les stratégies économico-éditoriales des deux acteurs. La deuxième, les pratiques et des expériences dans l'open access et l'économie sociale et solidaire. Pour la première partie, nous avons le plaisir d'accueillir Sylvie Bigot, qui représente les presses universitaires de Grenoble, un des rares éditeurs en France relevant de l'économie sociale et solidaire. Ensuite, la plateforme de recherche francophone Érudite sera présentée par Émilie Paquin, directrice de la recherche et du développement stratégique d'Érudite. Cette plateforme joue un rôle de premier plan dans la diffusion des publications en open access et dans la valorisation de la recherche du monde francophone. Après ces deux interventions, nous aurons une séance de questions-réponses. La plateforme ne permet pas de vous donner la parole en direct, nous en sommes désolés. Vous pouvez intervenir par le biais du chat. Servez-vous-en pour poser vos questions aux intervenants. Antoine en sélectionnera certaines au moment des séances de questions-réponses qu'il énoncera pour que les intervenants les entendent et vous répondent. Je présenterai la deuxième partie après la première séance de questions-réponses. Antoine, est-ce que tu vois des choses à ajouter avant que je présente Sylvie? Non, tout m'a l'air très bien. Je pense qu'on peut démarrer.
Ok, ben merci. Donc je vais commencer par présenter Sylvie. Donc c'est la première intervenante qui va nous parler des stratégies des presses universitaires de Grenoble. Sylvie travaille depuis 15 ans aux presses universitaires de Grenoble. Elle est actuellement directrice commerciale et marketing de cet éditeur et membre du directoire. Elle est donc très bien placée pour nous parler des stratégies, des principes liés à la gouvernance et à l'organisation de cet éditeur. Je te laisse la parole, Sylvie, et je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux prendre le contrôle? Oui, bonjour à tous et merci également pour cette invitation. Effectivement, je vais donc vous présenter les presses universitaires de Grenoble et je vais essayer d'aborder 4 points en fait au niveau de cette présentation. Je vais tout d'abord aller très vite vous montrer un petit peu quel est l'univers des PUG. Quelle a été sa stratégie de développement entamée depuis 2017? Pourquoi on est parti d'une coopérative de consommation pour arriver à une société coopérative d'intérêt collectif? Et puis où on en est aujourd'hui par rapport à cette stratégie de développement. Donc pour vous présenter un petit peu l'univers des PUG, j'ai rassemblé voilà quelques données chiffrées sur lesquels je vais passer très vite, mais je pense qu'il est important de préciser que les presses universitaires de Grenoble sont une maison d'édition scientifique, universitaire, indépendante, qu'elles existent depuis bientôt 50 ans. Elles ont été créées en 1972. Elles ont toujours été une coopérative. Et puis, elle rassemble aujourd'hui une équipe de 9 salariés. Sur le plan éditorial, elle publie à peu près entre 45 et 50 nouveautés par an. Elles ont 2500 titres à leur catalogue et à peu près, on peut dire environ 500 e-books. Sur le plan commercial, elle travaille avec un diffuseur en France qui s'appelle le groupe Madrigal, qui est un grand groupe d'édition et de diffusion en France et à l'international. Et ce qui, je pense, est important de préciser, c'est qu'elle réalise à peu près 80% de leurs ventes en librairie. Au niveau du positionnement sur le marché, elle dispose de 2 catalogues, un catalogue en sciences humaines et sociales. Là, elles interviennent dans les domaines du droit, de l'économie, de la gestion, de la psychologie, de l'histoire. Et puis, ce catalogue représente à peu près 30% de leur chiffre d'affaires. Et elles ont également un catalogue de français langue étrangère qui rassemble bien sûr des ouvrages d'apprentissage du français pour tous les apprenants et les enseignants de français, que ce soit en France ou à l'étranger. Et ce catalogue représente 45% de leur chiffre d'affaires. Quoi qu'il en soit, ces dernières années, force est de constater que le marché des sciences humaines et sociales en librairie a tendance à s'étioler. Les étudiants lisent de moins en moins, ou tout du moins, ils lisent différemment. Et plutôt que de laisser la situation s'effriter et ne rien faire, en 2017, les presses universitaires de Grenoble ont décidé de mener une réflexion stratégique de développement que je vais donc vous présenter maintenant. Donc cette réflexion stratégique, elle est issue d'une réflexion qui a été menée à plusieurs niveaux. Tout d'abord, bien sûr, au niveau des PUG, en tenant compte de l'expérience du directoire, de l'expérience de nos directeurs de collection, de nos auteurs, mais il y a eu également des missions de terrain qui ont été menées, des sondages qui ont été effectués auprès des différents corps de métiers qui sont dans la chaîne du livre,
notre diffuseur, les distributeurs, les libraires. Tout ça, en fait, a été regroupé et rassemblé pour en arriver au plan stratégique de développement que vous avez sous les yeux, avec 3 grands axes de développement qui ont été définis. Un axe autour des sciences humaines et sociales, c'est le carré SHS. Un axe autour du français langue étrangère et un axe grand public. Bien sûr, ce plan stratégique de développement, il a été pensé pour pérenniser la maison d'édition et faire en sorte qu'elle se développe dans les années à venir. Au niveau des sciences humaines et sociales, comme vous pouvez le voir, différents domaines d'intervention ont été prévus, des nouvelles collections pour essayer d'attirer des nouveaux publics, des nouveaux formats et réfléchir à du format papier, du format numérique, de la diffusion numérique bien sûr, hein, ça allait en même temps que les nouveaux formats, le recrutement d'un commercial dédié et puis des partenariats à mettre en place. Au niveau du français langue étrangère, c'était surtout en fait se positionner davantage à l'international et s'appuyer sur la notoriété que les PUG ont actuellement avec une offre qu'on appelle de manuels complémentaires, mais de l'assortir d'une vraie méthode d'apprentissage du français. Et puis au niveau du grand public, ça faisait partie des points sur lesquels les PUC souhaitaient davantage se positionner en proposant de nouveaux produits. Alors effectivement, face à ce plan stratégique de développement, les PUC avaient besoin bien sûr de réaliser un investissement important et elles ont décidé pour trouver de nouveaux partenaires et de nouveaux moyens, de modifier et de faire évoluer leur statut, puisque, comme je le disais tout à l'heure, à l'origine, les PUG se sont créés en coopérative, mais en 1972, il existait peu de statuts possibles en tant que coopérative. Elles ont donc créé en fait à l'époque une coopérative de consommation où seuls les auteurs, mais en tous les cas des personnes individuelles, pouvaient devenir sociétaires de la maison et acquérir des parts sociales. Donc les auteurs, quand ils publiaient pour la première fois au PUG, devenaient sociétaires de la maison d'édition. Pour mettre en place le plan stratégique de développement, comme je le disais, il fallait quand même des moyens financiers plus importants et par ce fait-là, il était nécessaire pour les PUG de pouvoir intégrer en tant que sociétaires des personnes morales. Donc, on a réfléchi à mettre en place ce statut de société coopérative d'investissement collectif. Et donc, parce que effectivement, il permettait en priorité de faire rentrer des institutions, des entreprises, et donc du coup, c'est une action que l'on a menée durant toute l'année 2017 et qui s'est concrétisée en 2018 par la création d'une société coopérative d'intérêt collectif. Il a fallu également, alors les sociétaires, j'y reviendrai après, j'ai la diapo suivante qui vous présente un petit peu les différents sociétaires, les différentes personnes morales qui ont pu rentrer en tant que coopérateurs. Mais il fallait également définir l'intérêt collectif de la maison d'édition. Donc là encore, j'ai affiché les 3 valeurs en fait qui ont été inscrites dans nos statuts. Donc c'est un engagement fort
Donc, je vais les lire avec vous, hein, ça ira plus vite. Diffuser le savoir sur le territoire à travers la publication d'ouvrages de qualité en direction de tous les publics. Partager et échanger autour de la recherche scientifique et de la langue française. Et faire rayonner le territoire et son patrimoine au niveau national et international grâce à des ouvrages ambitieux dans le cadre d'un projet collectif. Donc voilà ce qui est inscrit dans nos statuts, qui a un peu valeur d'intérêt général, mission d'intérêt général. Au niveau de nos sociétaires, nous avons donc proposé ou réparti nos sociétaires en 4 groupes différents. Le groupe éditorial, qui rassemble nos directeurs de collection et nos auteurs. Le groupe territoire, qui rassemble des institutions plus locales autour de la région grenobloise et la région du Dauphiné. Le groupe universitaire, où là, on va retrouver bien sûr des universités, mais aussi des grandes écoles ou des institutions d'enseignement. Et puis le groupe économique, qui va rassembler des investisseurs, mais également les salariés. Et comme vous pouvez le voir, c'est ce que je voulais montrer sur ce schéma, une grande part a été donnée d'un côté à l'éditorial, avec les directeurs de collection et les auteurs, puisque c'est le cœur de métier de la maison, et une autre part importante en termes de vote a été donnée aux investisseurs et aux salariés, puisque là, c'est l'approche économique entreprise que l'on voulait mettre en avant et prendre en compte dans le schéma de la société. Ce que je voulais dire aussi, c'est que bien sûr, vous voyez qu'il y a des droits de vote qui sont accordés, mais comme on est dans le cadre d'une coopérative, on est toujours dans le système de un homme égale une voix. Donc, il ne peut pas y avoir de prise de pouvoir par l'un ou l'autre des coopérateurs sous prétexte qu'il aurait plus de part sociale qu'un autre coopérateur. Et ça, c'est très important de le mentionner. Ce que je voulais évoquer aussi, c'est que parmi les caractéristiques d'une SIC, c'est également sa gouvernance collégiale. Et là, je voulais vous montrer la diapositive d'avant. Je suis allée un peu vite, pardon. Voilà. Donc, en termes de gouvernance, effectivement, vous avez les 3 entités essentielles qui permettent de gérer et de piloter la maison d'édition. Vous avez tout en haut, bien sûr, les sociétaires, hein, l'Assemblée générale, où là, tous les sociétaires viennent et se réunissent une fois par an pour voter les décisions prises par le directoire et le conseil de surveillance, mais aussi pour approuver les comptes de la maison. Il y a également un conseil de surveillance qui, lui, se réunit à peu près 4 fois par an, avec des membres bénévoles qui peuvent être des chefs d'entreprise, des élus locaux, des directeurs de collection. Il y a également des représentants de l'université. Et le conseil de surveillance est là pour, d'une part, prendre acte des décisions prises par le directoire, mais également pour réfléchir avec le directoire aux différentes stratégies justement qui sont mises en place à moyen et à long terme. Et puis enfin, le directoire qui à l'heure actuelle est composé de 2 personnes, donc Ségolène Marbach qui est la directrice éditoriale et présidente actuelle, et moi-même. Et le directoire est là pour effectivement assurer la gestion courante de l'entreprise.
Alors, cette gouvernance collégiale, elle est là pour à la fois euh, mettre en avant un travail collaboratif, mais aussi pour s'appuyer sur les différentes compétences que peuvent avoir à la fois les membres du conseil de surveillance, mais aussi les sociétaires, puisqu'à chaque fois, ce sont des moments d'échange qui sont proposés pour décider de l'avenir de la maison. Et puis, au niveau de la stratégie en fait de l'entreprise, hein, puisque une fois que ces statuts ont été créés, mis en place, que les investissements ont pu être trouvés, eh bien depuis effectivement 2018, la maison a entamé sur le plan éditorial des développements par rapport aux 3 grands axes que je vous ai présentés tout à l'heure. La partie grand public avec des calendriers, hein, où là on va effectivement proposer des nouveaux produits très accessibles, mais toujours en s'appuyant sur la valeur scientifique et la compétence scientifique de la maison d'édition. Alors ces calendriers, ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils proposent chaque jour de chaque mois une question à résoudre, que ce soit en histoire, en mathématiques ou en français. Vous avez les 3 déclinaisons qui sont là. Dans le domaine des sciences humaines et sociales, on a réfléchi à de nouveaux formats et je vous ai mis en avant la collection PassSup qui a la particularité de proposer un accompagnement pour les lycéens qui sortent tout frais avec leur bac et qui rentrent dans le monde de l'enseignement supérieur et qui là sont complètement perdus par rapport à ce qu'on va leur demander et qui souvent se trouvent en situation d'échec. Donc, on a proposé ces petits ouvrages qui allient à la fois du papier et du numérique, avec des vidéos, des tutos, des zooms, des exercices, etc. Et donc, ça, c'est une collection qui vient de démarrer. On a également proposé des nouvelles collections dans le monde du handicap, de l'autisme, etc., sous la forme d'albums illustrés et toujours effectivement pour élargir notre public et s'adresser là à des parents qui sont face à une situation difficile avec un enfant autiste dans leur famille, ou alors à des enseignants qui doivent accueillir des enfants autistes alors qu'ils sont en milieu ordinaire. Donc à chaque fois, on essaie de s'appuyer sur les disciplines que l'on connaît bien, mais avec cette volonté de s'élargir à un public plus large. Au niveau du français langue étrangère, eh bien, on a enclenché un grand chantier de développement d'une méthode d'apprentissage qui verra le jour au mois d'avril 2021. Et puis, bien sûr, le Covid ou la Covid, comme vous voulez, est arrivé sans que personne ne s'y attende. Et c'est vrai que ça a été un coup très difficile pour les maisons d'édition, pour les librairies et je dirais pour tout le monde, au-delà bien sûr de la santé des personnes. Mais la maison d'édition a voulu garder le lien avec ses lecteurs, avec aussi son diffuseur, avec ses libraires. Et dans ce cadre-là, elle a mené une opération collaborative avec les auteurs des PUG qui ont accepté de donner leur vision du confinement, de la crise sanitaire en tant qu'économiste, en tant que politiste, en tant que psychologue, sous la forme de petits textes très courts, très accessibles et surtout en accès libre.
Et donc, du coup, par rapport à l'offre qui a été mise en place sur le plan commercial et communication, voilà, vous avez ici un petit peu les différentes stratégies qui ont été mises en place. Donc, au niveau de la diffusion, on a surtout travaillé avec les libraires et de nouveaux agrégateurs pour de la diffusion numérique et en proposant différents types d'offres. Bien sûr, des offres payantes, puisque la maison d'édition, même si elle est une coopérative, pour pouvoir continuer à vivre, il faut qu'elle vende ses ouvrages, sinon elle met les clés sous la porte. Et donc, du coup, on a réfléchi à différents types d'offres, des offres de vente d'ouvrages numériques, vente d'ouvrages au chapitre, ou alors vente d'ouvrages au format papier plus numérique. Et ça, avec les libraires, hein, qui ont des plateformes aussi, eux, sont capables de faire de la vente d'ouvrages numériques, mais également avec de nouveaux agrégateurs comme par exemple Kern ou alors EBSCO, ProQuest, et on continue encore à développer notre offre sous la forme de bouquets, hein, puisque ces agrégateurs proposent aux bibliothèques universitaires, par exemple, des abonnements dans lesquels ils vont avoir accès à des bouquets pour pouvoir consulter nos ouvrages. Et puis le dernier volet, bien sûr, l'accès libre, où là, finalement, avec cette crise sanitaire, on a pu mettre en place des textes en accès libre, également au niveau du réseau des libraires et pas seulement sur notre site internet. Donc ça, c'est pour montrer, c'était important pour moi de vous montrer que la partie commerciale communication, bien sûr, est au service du cœur de métier de la maison, qui est le développement éditorial. Mais malgré tout, on peut avoir les meilleurs livres que l'on veut et les plus beaux produits. Si derrière, la maison ne réfléchit pas à son mode de diffusion et à son mode de communication, eh bien, pour une maison comme la nôtre, c'est peine perdue. Le dernier point que je voulais évoquer, et j'en arrête là, c'était effectivement le web marketing, pour lequel on a concentré nos efforts ces derniers temps en menant des campagnes, soit des campagnes sponsorisées, soit des campagnes organiques auprès des différents réseaux sociaux que vous connaissez tous, hein, Facebook, Instagram, Twitter, etc. On a également mis en place des campagnes de référencement pour des produits bien ciblés, de manière à attirer des publics cibles et à les faire venir sur notre site. Et puis, on a également réfléchi à des partenariats avec, par exemple, des jeux concours ou des grands acteurs, comme par exemple en France Télérama ou des choses comme ça, qui nous ont permis aussi de nous positionner sur le web en faisant des échanges de liens. Voilà. Pour ma part, j'en ai terminé. J'espère que j'ai été assez claire et que j'ai réussi à vous montrer un petit peu l'univers de cette maison d'édition qui évolue dans l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup, Sylvie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Hop. Voilà, je reprends la main. Donc, merci beaucoup, Sylvie, pour cette présentation. Alors, je vous rappelle qu'on va prendre des questions à la fin des 2 premières présentations. Donc, alors, nous allons donc laisser la parole à Émilie Paquin. Donc, Émilie Paquin est directrice de la recherche et du développement stratégique
chez Érudit. Et Érudit est un acteur majeur de la diffusion et de la valorisation numérique des publications en SHS, en sciences humaines et sociales, au Québec et au Canada. C'est un acteur important sur le territoire ici. Donc, Émilie, je te donne la parole. Alors, peut-être que vous n'allez pas voir Émilie parce que la connexion est peut-être pas extrêmement bonne, donc peut-être qu'elle coupera sa caméra. Hop, je te donne la main, et voilà. Je te laisse la parole, Émilie, à toi. Parfait. Merci, Antoine. Est-ce qu'on m'entend bien maintenant? Oui. Ouais, parfaitement, ouais. Super. Parfait. Donc oui, merci de l'invitation à présenter Érudit, à présenter aussi Érudit et le libre accès. C'est rare qu'on a l'occasion de présenter ce qu'on fait autour du libre accès en parlant des projets. Donc, je me suis dit que c'est peut-être comme ça qu'on pourrait structurer la présentation. Alors, Érudit et le libre accès, 3 projets, 4 défis et bien sûr une conclusion. Une conclusion qui est, comme vous le verrez, qui est ouverte en fait, qui est plutôt une invitation à la réflexion. Donc voilà, je vais dire un peu quelques mots sur Érudit. Antoine, tu l'as mentionné. Érudit, c'est une plateforme de production, de diffusion et de recherche qui est basée à Montréal, à l'Université de Montréal. Ça a été fondé en 1998, donc ça fait quand même un certain temps qu'Érudit est actif dans le secteur de la publication savante. C'est un consortium interuniversitaire, donc c'est l'Université de Montréal, l'UQAM et l'Université Laval qui forment, je dirais, l'entité derrière la plateforme Érudit, donc le consortium Érudit. Et voilà, donc on a des services de production, c'est la première, en fait c'est ce qui a lancé Érudit, donc l'expertise de production XML, ça continue bien sûr. On a une plateforme de diffusion avec, c'était très clair dans la présentation précédente, donc des liens avec différents agrégateurs, nous aussi, donc avec Google Scholar, avec différents outils de découverte là, développés par EBSCO et autres agences. Donc, on est un intermédiaire. On travaille avec des revues, principalement des revues canadiennes, québécoises. Au départ, c'était des revues francophones, en fait, du Québec. Ça évolue beaucoup au cours des dernières années, 3 dernières années. On a inclus beaucoup de revues anglophones du Canada anglais. Donc, on a une répartition maintenant des revues à travers le Canada et des revues bilingues, mais principalement anglophones. Donc, on est là. Il y a autour de 4 millions de visiteurs uniques par année de la plateforme Érudit. Et c'est ça, les revues avec lesquelles on travaille, c'est des revues qui sont soutenues ou publiées par des presses universitaires, par des sociétés savantes, par des associations, par des facultés, etc., en sciences humaines et sociales, en arts et lettres. Donc, c'est des revues qui sont quand même assez fragiles et qu'on a décidé, on fait en collaboration avec elles, de soutenir financièrement. Donc là, on arrive à mon premier projet, qui est plus gros qu'un projet, en fait, c'est un dossier extrêmement structurant, mais c'est le développement d'un partenariat pour le libre accès afin de soutenir financièrement les revues, ce qu'on fait en fait depuis 2006 à la demande des revues. Donc, il y a de la commercialisation qui se fait chez Érudit. Ça a été une commercialisation sous embargo de 24 mois, donc 2 ans, de 2010 jusqu'à 2017. Et ensuite, cet embargo est descendu à 12 mois pour un alignement d'Érudit avec la politique nationale ici au Canada qui concerne le libre accès. Donc, en 2015, il y a eu une politique qui a été adoptée par les 3 conseils subventionnaires du Canada. La politique a été suivie en 2019
par les fonds de recherche québécois. Et donc, c'est une politique qui permet une forme de commercialisation parce que il y a la possibilité d'être sous embargo de 12 mois. Alors, voilà. Donc, Érudit veut soutenir les revues dans un contexte de libre accès. Et pour faire ça, on a commencé en 2014 à publishers de ce monde, mais aussi les plus petits, Érudit, Kern en France, etc. Et l'équivalent. Donc, on devait renégocier notre entente commerciale et il y a une décision qui a été prise en faveur du libre accès par le CA en faveur du libre accès. Et on a décidé de mettre en place un modèle qui est encore en train d'être, ça c'est un des premiers points très importants. Ensuite, un modèle qui est équitable, qui est transparent dans le sens où ça que ça s'appelle partenariat, une nouvelle relation entre des revues d'un côté, qui sont, comme je le disais au début, les revues avec lesquelles on travaille, ce sont des petites structures. On représente des éditeurs qui sont essentiels à la mais qui font face à des commerciaux très puissants. Donc, revoir la relation entre les revues et les bibliothèques à travers une infrastructure technologique d'érudit, l'infrastructure de service aussi, pour aller vers un libre accès entièrement par les bibliothèques. Donc, ça, c'est le premier projet qu'on a, qui occupe beaucoup de notre temps. Depuis 2014, je l'ai mentionné, ça a été renégocié une première. On est aussi à mi-chemin avec les bibliothèques canadiennes. Donc, il y a beaucoup d'éléments du projet. Ouais, je suis pas capable de couper ma caméra. Quand je clique dessus, ça veut pas. Non, là, ça semble bon. Je pense que tu peux reprendre, là. Vous m'entendez assez pour que je puisse... Je pense que ouais, tu peux continuer. Ça coupe par intermittence, mais je pense que tu peux reprendre la parole. En coupant ta caméra, ce sera mieux. Ouais. Et qu'en attendant que Émilie puisse se reconnecter, ce qu'on va faire, c'est... Alors, Émilie, si tu nous entends, tu peux peut-être essayer de rafraîchir la page d'accès à la plateforme. Ça te permettra d'avoir peut-être une meilleure connexion. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement passer au temps des questions. Voilà. Et que je vais commencer par poser des questions à Sylvie Bigot, qui du coup pourra y répondre si elle arrive elle aussi à se reconnecter. Donc Sylvie, tu as présenté les presses de l'Université de Grenoble, qui est une structure assez particulière dans le paysage français, puisque c'est une structure éditoriale qui ne dépend pas d'une université. Et donc ce qu'on aurait souhaité savoir, c'est quelle est la relation... Hop là, attention... Ah, oh, est-ce que vous m'entendez maintenant? Ouais, on t'entend, ouais. Est-ce que je te laisse reprendre la parole? Bien sûr, je te repose la question. Donc, ce que je disais, c'est que pour la troisième fois, les presses universitaires de Grenoble sont une structure un peu particulière dans le paysage français, puisque c'est une structure d'édition qui est dans le domaine académique, mais qui n'est pas rattachée, institutionnellement parlant, à une université. Et donc, ce qu'on aurait voulu savoir, c'est quel est le lien avec une autre maison d'édition basée à Grenoble, et cette fois rattachée à une institution qui sont l'université Grenoble-Alpes, donc de savoir un petit peu quelle est la relation entre les presses universitaires de Grenoble et de l'autre côté UGA Édition, donc qui est vraiment une maison d'édition scientifique plus classique. Alors, c'est vrai que UGA Édition est en place en fait, depuis quelques années. Et en fait, plutôt que de se dire qu'on est deux éditeurs en concurrence, on s'est dit on va plutôt essayer de mutualiser nos compétences et de voir comment on pourrait se rapprocher tout en conservant chacun
nos statuts et notre identité propre. Et dans ce cadre-là, en fait, on a réfléchi à construire une offre complémentaire, enrichie, qui va donner de la valeur ajoutée à nos deux maisons d'édition et in fine aussi à l'université Grenoble-Alpes. Alors, ce qu'on a fait là jusqu'à présent, c'est qu'on a créé des collections en coédition, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a publié une quinzaine de titres dans 3 collections différentes. Une collection qui s'appelle Actualité des savoirs, une collection qui s'appelle Politique culturelle et une collection qui s'appelle Montage et innovation. Et pour ces 3 collections, effectivement, eh bien, on a monté des comptes d'exploitation prévisionnelle en commun. On mutualise nos compétences, tant au niveau éditorial qu'au niveau communication, événementielle, etc. Et nos ouvrages coédités sont diffusés en librairie. Donc, ça a été une vraie démarche, en fait, de se dire que les deux maisons avaient plutôt intérêt à enrichir leur offre en se rapprochant plutôt qu'en faisant concurrence. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, tout à fait. Merci Sylvie. Je me suis permis de couper ta caméra parce que la connexion n'était pas extrêmement bonne. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions parmi les participants à cette rencontre? N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions. Hop. Donc, ce que je vais faire, Valérie, c'est que je vais te laisser reprendre la parole pour introduire les deux personnes suivantes. Si tu es d'accord, à toi la parole. Pas de problème. La première partie, elle a été conçue. Alors, pardon, il faut que je reprenne mon contrôle. Donc, pour cette deuxième partie, on va plutôt s'intéresser à présenter des expériences et des pratiques éditoriales liées à des projets toujours relevant de l'économie sociale et solidaire ou de l'open access. Donc, la première intervention va porter sur les ateliers Sens Public qui fabriquent des monographies imprimées et numériques sur des sujets divers en sciences humaines et sociales. Donc Servane Monjour et Nicolas Seret, qui sont présents sur l'écran, sont les directeurs de publication qui vont vous faire part de leur expérience. Enfin, la parole sera donnée à Sylvia Fredriksson, qui nous présentera des expériences éditoriales avec Oxamine, coopérative basée à Lyon, qui cultive l'hybridation des savoir-faire et la bientraitance des personnes contribuant en commun. Donc, je vais redonner la parole à Antoine, si tu veux présenter de manière un peu plus approfondie Servane et Nicolas. Ou alors, je vous laisse Servane et Nicolas vous présenter. Je pense que Servane et Nicolas se présentent très bien tous les deux. Ok. Pour préciser qu'ils n'arrivent pas là par hasard, parce qu'ils ont tous les deux travaillé au sein du laboratoire, donc la chaire de recherche du Canada, sur les écritures numériques, et que la chaire a aussi des liens avec certains des projets qu'ils vont mentionner aujourd'hui. Nicolas et Servane, je vous laisse prendre la parole et vous présenter. Je pense que vous le ferez mieux que moi. Et puis peut-être expliquer aussi que voilà, c'est un long processus que vous avez pu mettre en place et que vous allez présenter aujourd'hui. À vous la parole. Ok, donc est-ce que tout le monde nous entend bien? Ouais, super. On va dire que oui, super. Alors, je suis Servane Monjour. Actuellement, je suis maître de conférence à Sorbonne Université, mais auparavant, j'ai travaillé pendant plusieurs années à Montréal au sein de la chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques qui est dirigée par Marcello Vitali Rosati et je parlerai un petit peu de nos projets de recherche qui a lancé de vastes programmes de recherche sur les questions d'édition savante et notamment de libre accès. Donc aujourd'hui on est là tous les deux, mais en fait les travaux qu'on va vous présenter et les projets que l'on va vous présenter sont vraiment le résultat d'un travail d'équipe. Antoine en fait partie aujourd'hui, on pourra citer évidemment Michael Sinatra, Hélène Beauchef, Margot Mélé. Donc voilà, on est deux, mais en fait on est au moins une bonne dizaine de l'autre côté. Eh ben, bonjour, donc Nicolas Seret, je suis actuellement
chercheur au LabEx est passé dans le présent et également à la TIGIR, la très grande infrastructure de recherche Humanum, donc qui s'occupe de fournir des services et des outils pour les chercheurs en sciences humaines. Et comme Servan, j'étais donc jusqu'au mois d'août dernier au laboratoire de l'Université de Montréal, la chaire de recherche sur les écritures numériques, où j'ai terminé en fait tout juste ma thèse. Donc je vais introduire quelques éléments là dans cette présentation puisque mes recherches portaient sur les écritures numériques et sur l'édition numérique savante. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de vous introduire les ateliers de sciences publiques, qui est un projet sur lequel nous sommes davantage impliqués peut-être tous les deux, mais à l'origine, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment un groupe de recherche, toute une équipe qui est animée par une volonté commune de repenser les formes et aussi les formats de l'édition savante, avec une ambition qui pourra sembler peut-être un peu naïve et très grande. Selon nous, changer la façon dont on publie la science pourrait nous amener à changer la science elle-même. Notre postulat de départ, c'est le suivant. L'écriture et nos outils d'écriture ont tendance à conditionner notre pensée et donc la production du savoir, mais aussi sa transmission, davantage en fait qu'ils ne l'accueillent ou qu'ils ne la traduisent. Donc on parle d'un support comme une forme qui va contraindre parfois notre pensée pour le meilleur, mais peut-être aussi pour le pire. Si on considère en particulier le cas de l'article et de la monographie, donc ce sont des cas qu'on va vous présenter aujourd'hui, on a pu observer en fait combien ces formes avaient déterminé plusieurs manières d'écrire le savoir, de le diffuser, mais aussi de le légitimer, aux dépens d'une certaine fonction et surtout d'une certaine efficacité heuristique. Alors pour le dire autrement, en fait, notre pensée se plie à la forme au risque d'un figement et d'une certaine inertie, plutôt que d'encourager l'innovation. Donc ce postulat devient peut-être plus important et plus inquiétant encore lorsque l'on va le réintégrer dans notre écosystème d'écriture numérique actuel, qui est largement dominé par une série d'outils façonnés par des géants de l'industrie. Voilà, donc les bien nommés GAFAM, qui constituent en fait un nouveau monopole éditorial à part entière. Donc l'édition savante nous semble un peu prise en fait en étau entre deux monopoles, un monopole un peu issu des maisons d'édition traditionnelles et pas tant les maisons d'édition en soi qu'une façon de faire de l'édition savante héritée de au moins un siècle, sinon plus de pratiques, et aujourd'hui les nouveaux monopoles donc des GAFAM. À partir de cet état des lieux, notre groupe a initié depuis plusieurs années un vaste chantier de recherche-action sur les formes de l'édition savante, avec une série de sous-projets assez multiples. C'est pour ça qu'on parle souvent d'un archipel, des projets qui se sont traduits par des expérimentations. Parmi les objets qui nous intéressent, il y a le format article, le format revue, le format monographique. Donc aujourd'hui, on va vous parler surtout de cela, mais il y a aussi tout un volet édition critique, si ça vous intéresse, d'aller voir sur le site de la chaire un petit peu ce qui se fait de ce côté-là. Côté recherche, nous avons mené une réflexion en partenariat avec des auteurs, des éditeurs, des diffuseurs, comme Elodie qui était présenté tout à l'heure, et des chercheurs sur la fonction première de nos formes de publication. Cette étape de virtualisation, de conceptualisation, consistait à revenir aux problèmes auxquels les formes de l'article ou de la monographie ont tenté historiquement de répondre au moment de leur création, pour mieux penser leur actualité aujourd'hui dans le nouvel écosystème numérique. On en a tiré un certain nombre de principe un peu clé, l'idée de réintroduire la conversation scientifique, valoriser l'appropriation, valoriser la maniabilité et la modularité de nos contenus, et l'idée de proposer plusieurs parcours de lecteurs, en fait. Côté pratique, on s'est lancé dans une série d'expérimentations éditoriales et de projets pilotes. Donc aujourd'hui, on va vous en faire un petit retour d'expérience sur un petit exemplaire choisi. Tout d'abord, je vais revenir sur la collection Parcours numérique qui a été à l'origine de notre réflexion. Ensuite, Nicolas vous présentera un outil stylo et la réalisation d'un dossier paru dans la revue Sciences publiques sur les communs. Et enfin, on en arrivera aux ateliers. Donc tout a commencé en quelque sorte avec la collection Parcours numérique qui a été lancée par Marcello Vitali Rosati et Michael Sinatra il y a maintenant au moins 8 ans, je dirais.
en partenariat avec les presses de l'Université de Montréal. L'objectif, c'était d'expérimenter de nouvelles formes de publication et d'éditorialisation. C'est un objectif qui a été en partie rempli, donc je vais pas vraiment vous présenter la collection, mais surtout vous présenter les verrous et tenter d'expliquer pourquoi on a eu ces verrous-là, parce que ça va déterminer la suite. Donc, le modèle, c'est que les livres étaient publiés chez Parcours Numérique et sont d'ailleurs toujours publiés, hein, la collection existe encore, en format papier, PDF, EPUB, où on a une pensée un peu pure et condensée. Donc, ce sont des ouvrages très linéaires, sans appareil critique, sans notes de bas de page. Et de l'autre côté, une version augmentée en ligne qui se veut complémentaire, hein, c'est-à-dire qu'on a à la fois le même contenu, mais surtout des contenus augmentés. L'idée, c'était pas du tout de faire la même chose, pas du tout de sortir du format homothétique. Le problème posé par cette plateforme, c'est que d'abord, on a été un peu prisonnier de notre modèle institutionnel. La collection demeurait au sein accueillie par une maison d'édition traditionnelle savante, donc les presses de l'Université de Montréal. C'était un élément rassurant pour nos auteurs, c'est un élément qui nous a permis aussi de vivre économiquement parce qu'on pouvait avoir des financements publics. Cependant, ça a posé de gros verrous institutionnels, notamment au niveau de certains aspects que l'on souhaitait repenser, tels que l'évaluation par les pairs. Donc, on restait dans un modèle d'évaluation par les pairs très traditionnel qui, selon nous, ne favorisait pas du tout la conversation scientifique. Et d'autre part, on a eu des difficultés à faire comprendre en fait notre modèle rhétorique, l'idée de faire un texte sans appareil critique, puisque l'appareil critique devait être redéposé ensuite sur la version en ligne augmentée, ça ne plaisait pas du tout à l'éditeur et encore aujourd'hui, ça fait l'objet de négociations constantes. Le modèle éditorial a été défini avec Parcours Numérique à partir d'un CMS, donc SPIP. C'est un modèle qui était non évolutif, qui a été pensé en amont et qui a fini par devenir une structure assez rigide pour les auteurs et pour leurs écrits. Donc ce CMS a rapidement montré ses limites pour notre projet. C'était un choix technique initial assez enfermant qui à l'époque correspondait à nos compétences mais qui nous a amené en fait à aller un peu plus loin. Je te laisse la parole. Est-ce que vous voyez bien les slides? Parce que je ne sais pas s'il faut que je push à chaque fois. Est-ce que c'est bon? On en est à reboot, réapprendre à écrire avec stylo. Et effectivement, l'expérience de cette première collection monographique nous a incité à repartir à zéro et à reconsidérer en fait les modes d'écriture dans un environnement de savoir presque entièrement numérique. Et il y avait dans cette démarche en fait la volonté de reprendre le contrôle de la chaîne éditoriale, mais aussi en tant que chercheur dans une institution de savoir, cette volonté de prendre soin de la chaîne de production de l'écrit, chose que en fait nos institutions ont largement délaissée et abandonnée aux GAFAM. Alors cette recherche a mené à la mise en place d'une chaîne éditoriale ad hoc et puis à la création d'un éditeur de texte en ligne qui s'appelle Stylo et qui a été spécialement conçu pour les SHS et imaginé surtout à partir de pratiques existantes dans d'autres communautés d'écriture et de savoir. Alors, Stylo a été pensé un peu pour tout scripteur, en fait, qu'il soit étudiant, chercheur ou éditeur, engagé dans une édition scientifique soucieuse des données qu'elle produit et soucieuse aussi de conserver la maîtrise de sa diffusion dans l'écosystème numérique. Mais Stylo a surtout permis de déverrouiller les éléments bloquants qu'on avait identifiés avec cette première expérimentation qui était celle de Parcours Numérique. Alors, ça a été d'abord sur le plan technique, le principe d'une chaîne de production modulaire qui composait en fait avec des logiciels libres et des logiciels ouverts et s'appuyant sur des formats et des standards ouverts. C'était un premier point très important pour nous. Et sur un deuxième plan, le plan éditorial et institutionnel, en fait, on a fait le choix à l'intérieur de cet outil Stylo de ne pas imposer de protocole d'écriture ou de protocole éditorial, de ne pas imposer en fait d'action ou de séquentialité des différentes actions du protocole. Et ainsi, chaque auteur ou chaque éditeur de revue est en mesure d'établir son propre protocole. Alors, c'est bien sûr une ouverture hein, et ça va permettre surtout à minima d'envisager d'autres formes d'évaluation
par les pairs, qui était l'un des points que l'on voulait aborder. Puisqu'en fait, nos recherches sur les revues en lettres et sciences humaines ont montré ont montré une certaine schizophrénie en fait entre le protocole éditorial idéal que tout éditeur scientifique déclare suivre pour garantir la scientificité de sa revue, et schizophrénie avec cette réalité des pratiques où se joue en fait une négociation constante avec le modèle idéal, où se joue en fait une certaine conversation, mais toujours sous le manteau, sans se découvrir. C'est le principe de l'évaluation en double aveugle. Or, il nous semble que les sciences humaines relèvent par nature de la controverse, de la conversation, et donc il nous semblait plus intéressant et plus sain d'assumer en fait cette conversation, de la rendre transparente, d'en faire une composante même de l'écriture, quitte à glisser vers des écritures collectives. Alors de ce point de vue, on a mené plusieurs expérimentations éditoriales, effectivement, dont cette expérimentation sur le dossier Écrire les communs devant l'irréversible que l'on a initié avec Sylvia Fredrickson, qui va intervenir juste après nous. Et pour ce dossier de revue scientifique, dans la revue Sciences Publiques, pour ce dossier, on a cherché, puisqu'on écrivait sur les communs, à propos des communs, on a cherché à adopter une démarche de commoning qui nous a amené à nous délester en quelque sorte du protocole éditorial scientifique classique. Et concrètement, ça a consisté à ouvrir la gouvernance du protocole à tous les contributeurs et les contributrices. Et ça nous a amené aussi à ouvrir de manière assez radicale finalement l'évaluation par les pairs pour la remplacer par une conversation entre pairs et en fait une forme de coécriture. Alors voilà une expérience particulière donc une expérience éditoriale au sein de cet archipel Sciences Publiques, et les ateliers, une maison d'édition que l'on a ouverte par la suite, nous a permis un peu de transformer l'essai en quelque sorte, et je laisse Sarvan présenter la ligne éditoriale de Sciences Publiques, des ateliers. Donc, en ce qui concerne les ateliers, ce projet sur lequel on va terminer notre présentation, en s'y attardant peut-être un peu plus, je voudrais commencer par dire un mot sur la philosophie éditoriale de cette maison, en fait, qui reprend ce que j'ai dit au tout début. Est-ce qu'on peut changer la science en changeant notre manière de l'écrire? Et là, ce changement d'écriture, il se pense au niveau technique, mais aussi au plan rhétorique. Il y a eu une vraie réflexion sur ce que devait être une monographie. En fait, nous, on souhaitait offrir à nos auteurs la possibilité de sortir d'un format quand même assez cloisonné qui a tendance à sacraliser l'auteur, à sacraliser le texte scientifique, et qui surtout ne correspond pas, selon nous, à la recherche telle qu'elle s'effectue aujourd'hui de plus en plus au sein de labos en SHS, à savoir une recherche collective, une recherche processuelle, une recherche qui implique des chercheurs confirmés, mais aussi des chercheurs plus jeunes, plus en formation, des doctorants, parfois des étudiants à la maîtrise ou au master en ce qui concerne la France. Donc en fait, c'est une recherche que nous, on souhaitait véritablement encourager parce qu'elle a été la nôtre dans notre groupe de recherche. Donc il y a vraiment ici, avec les ateliers, une conception de la science et surtout d'un faire la science que nous souhaitons défendre. Cela passe de fait par une remise en question peut-être un peu radicale du sésame de tout chercheur, la publication d'une monographie. Donc aujourd'hui, de manière très institutionnelle, notre évolution de carrière, pour dire les choses de manière très prosaïque, est énormément conditionnée à la publication de monographies savantes. On doit d'abord publier notre thèse, puis après publier l'HDR, et ces ouvrages constituent une source de légitimation très forte, font partie de notre CV, et du coup on est censé les signer seul ou alors co-signer à quelques-uns à peine. C'est une monographie, un format monographique qui par ailleurs s'est structuré et s'est figé depuis un bon moment déjà, notamment en termes éditoriaux, mais aussi en termes rhétoriques. Donc c'est sur ces deux plans que l'on souhaitait agir. Une monographie, pour le dire de manière très schématique, elle doit comprendre entre 300 et 500 pages, biblio comprises, grosse bibliographie. Elle doit avoir des notes de bas de page, des chapitres, des sous-chapitres, mais rhétoriquement aussi, elle doit correspondre à un style.
Elle doit répondre à des règles stylistiques précises. Surtout en France, on connaît bien ce mode de pensée-là, hein, l'introduction, l'annonce de plan, les 3 parties, la conclusion, l'ouverture. Bref, c'est un schéma qui est rhétorique, mais qui structure véritablement notre façon de penser et de concevoir l'auteur savant. Donc, avec des effets pervers, hein, c'est qu'on ne s'intéresse parfois que très peu finalement aux idées qui sont véhiculées. D'un côté, des thèses innovantes vont être censurées si elles ne se plient pas suffisamment à ce qui est devenu en fait une sorte de critère d'objectivation, plutôt que de critère d'objectivité d'ailleurs, alors que l'on publiera sans problème des textes qui n'apportent pas grand-chose nécessairement à la recherche scientifique, mais qui sont fort bien présentés et conformes aux règles éditoriales. Donc notre parti pris, nous, c'est de dire que le savoir peut se transmettre autrement que par la monographie, conçue de manière formelle et stylistique, vous l'aurez compris, et que les chercheurs sont capables d'exprimer des idées en usant d'autres formats et formes d'écriture qui sont aussi des formes rhétoriques. L'anthologie, le manifeste, le format épistolaire et l'écriture collective et collaborative. Donc ici, ce que vous voyez à l'heure actuelle, hein, c'est les 3 premiers ouvrages qui ont été publiés. Facebook par Gérard Wamser, c'est une anthologie. L'espace numérique, c'est une conversation, donc un travail épistolaire entre Éric Méchoulan et Marcello Vitali Rosati. Et à droite, c'est un ouvrage sur lequel je vais davantage m'attarder, Exigeons une meilleure bibliothèque de David Lankes, qui reprend la forme du manifeste. Voilà pour ce qui existe à l'heure actuelle. Donc ici, Exigeons une meilleure bibliothèque de David Lankes. C'est un manifeste, je le disais, écrit par ce chercheur américain. Donc c'est un chercheur en bibliothéconomie notamment, et qui a pensé le rôle des bibliothèques aujourd'hui. C'est un ouvrage qui avait beaucoup fait parler de lui et qui s'est retrouvé au cœur de nombreux débats dans des communautés de bibliothécaires un peu partout dans le monde. Ces bibliothécaires ont entrepris d'œuvrer à la diffusion plus large de ce texte en mettant sur pied des collectifs de traduction. Donc il y a eu une traduction espagnole et une traduction française notamment qui a été prise en charge par des bibliothécaires du Québec principalement, donc à Montréal. On pourra citer notamment, donc c'était mince, j'oublie leur prénom déjà. Martel et on va les retrouver. On va les retrouver, désolée. Juste les noms de famille, ce qui est quand même pas super. Il s'agit donc d'une traduction collaborative que nous avons publiée nous chez nous, hein, puisque aux ateliers, puisque la version en anglais existait déjà ailleurs. Et on a décidé d'ouvrir un petit peu ce texte puisque les bibliothécaires avaient besoin, en fait, dans le cadre de leurs propres travaux, donc ils ont ouvert un séminaire, avaient besoin d'une édition qui puisse être un peu manipulable, qu'on puisse... voilà, donc les prénoms, c'est Jean-Michel Lapointe et Marie Martel qui ont été un peu les fers de lance, si on veut, de ce groupe de traduction, mais derrière, il y a vraiment encore là aussi toute une équipe. Ce que l'on a fait, c'est qu'on leur a ouvert un espace, donc c'est la diapositive suivante, un espace conversationnel où ils ont pu utiliser ce livre pour annoter tout le texte et développer leurs propres réflexions et mener leur séminaire à la fois en distanciel et en présentiel. Donc vraiment un travail de conversation autour du texte qui a été vraiment intéressant puisqu'il a permis à ce groupe de recherche de produire à leur tour de la connaissance, donc sous forme d'un glossaire. Ils ont rédigé des notices en fait par rapport à des concepts qui leur semblaient constituer des concepts clés. Ce glossaire, vous en voyez ici un exemple, nous l'avons nous réintégré dans l'édition française traduite, ce qui nous a permis de travailler à une édition donc pour le coup augmentée, mais augmentée de nouveaux contenus par de nouveaux auteurs. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que c'était un texte dans lequel aussi l'auteur initial a été relativement impliqué, donc il a vu ce qui se faisait, il était assez intéressé par le projet, et comme ça permet d'éditorialiser en fait le texte aussi et de l'ouvrir à d'autres communautés ou en fait à sa communauté de lecteurs. Alors sur le plan, on va dire
économique. Actuellement, les ateliers ne sont soutenus que par des fonds de recherche, essentiellement notamment par la chaire du chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques. Nous avons fait le choix en fait d'un libre accès complet à l'ensemble des contenus, qui se décline à la fois dans une version PDF, dans une version HTML augmentée, mais aussi dans une version impression à la demande qui est vendue au prix de production. Donc, il n'y a en fait aucune rentrée d'argent dans ces ateliers de sens public. Alors, la chaîne éditoriale est adaptée en fait de celle de la revue Sens Public, et elle s'appuie également donc sur les données standards, sur des standards ouverts et sur des formats ouverts. Et nous avons en fait souhaité également ouvrir les sources, et c'est ce que je vous présente ici avec l'ensemble des écritures qui ont été faites dans la fabrique en fait de l'ouvrage ici, l'ouvrage de David Lenkes, où en fait on a déposé l'ensemble de ces sources sur un répertoire qu'on appelle un répertoire Git, sur lequel plusieurs initiatives éditoriales commencent à émerger. Et ça suppose en fait de rendre transparent le processus de fabrique de l'ouvrage. Et ça nous semble important car en rendant en fait accessible et appropriable nos méthodes et nos outils, on travaille en fait à la littératie de la communauté éditoriale. Et c'est peut-être pas pour rien qu'aujourd'hui l'ensemble de notre présentation est orienté autour de cette fabrique plutôt que autour des ouvrages eux-mêmes. Ça nous a permis aussi d'adopter un modèle éditorial incrémental, c'est-à-dire évoluant au fil des ouvrages, puisque nous avons façonné nous-mêmes nos propres outils d'édition et de publication. On est en fait en mesure de les améliorer, de proposer des nouveaux modèles, ouvrage après ouvrage, et en adaptant de cette manière incrémentale la forme précédente, on peut s'adapter en fait aux besoins des auteurs. Voilà, et ça a été le cas avec cet ouvrage là dont je vous montre un petit peu à nouveau la fabrique d'écriture cette fois-ci, avec la fabrique d'écriture où où les auteurs en fait ont été amenés on a travaillé en fait avec les auteurs à la mise en place d'une écriture spécifique intégrant justement plusieurs niveaux d'écriture. Peut-être tu veux en dire un mot sur... Juste en 15 secondes vraiment, parce qu'on a déjà dépassé notre temps. Donc ça, c'est le projet qui va sortir dans les prochains mois. C'est un projet qui est chapeauté par Christine Devlotte à l'ENS Lyon, avec toute son équipe. Et en fait, ce sont les résultats d'un séminaire de recherche qui implique à la fois des chercheurs dispersés partout dans le monde. C'était un séminaire qui fonctionnait aussi en visioconférence avec des robots visio, donc quelque chose de très intéressant. Et où là, l'objectif, c'était vraiment de faire un ouvrage qui rende compte à la fois de niveau de lecture, de différents parcours de lecture, mais qui prenne en compte aussi le collectif. C'est-à-dire comment on pense vraiment le groupe de recherche, comment on va créditer là-dedans aussi des doctorants, des ingénieurs de recherche, donc vraiment une équipe au sens très large. Donc c'est vraiment un projet qui s'annonce intéressant de ce point de vue-là. Je pense qu'on va conclure. Oui. Alors, avec ces ateliers, hein, vous avez pu le voir, il y avait cette volonté avec ces ateliers, mais aussi toute cette archipel Sens Public, il y avait cette volonté hein, de réouvrir en quelque sorte les formes de savoir, de manière en fait à se réapproprier et à prendre soin de la chaîne de production de l'écrit. Et c'est passé par notamment l'intégration de pratiques d'écriture provenant d'autres communautés de savoir, dont d'ailleurs la communauté scientifique pourrait s'inspirer. Et c'est en fait créer des nouveaux outils pour penser, c'est pour nous autoriser à faire science autrement. Et c'est un petit peu à cela que l'on invite avec cette maison d'édition. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Nicolas et Servan. Je vois qu'il commence un peu à y avoir des questions, au moins une. Donc, je rappelle que les questions, on va les faire après la dernière intervention, celle de Sylvia. Donc, je vais présenter à qui je vais bientôt donner la parole.
Donc, Sylvia, tu me diras si ça va comme présentation. Tu es une designeuse et une chercheuse. Tu as toujours, enfin, tous tes projets sont liés à un engagement de designer dans le rapport à l'espace public et ce que peuvent apporter les nouvelles technologies dans cette médiation. Et donc, tes projets portent sur la valorisation des communs et tu travailles autour des enjeux d'appropriation citoyenne des cultures numériques. Et tu es aussi enseignante dans différentes écoles. Alors, nous t'avons invité à ce webinaire car tu vas apporter un éclairage intéressant sur des projets éditoriaux menés dans des tiers-lieux. Et donc, je te laisse la parole et te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Valérie pour la présentation et puis merci à Servan et Nicolas d'avoir quelque part aussi eux-mêmes introduit ma présentation puisqu'en effet je fais partie de ces autres communautés d'écriture qui ont été invitées à s'interroger de manière réflexive sur ce que veut dire écrire, converser en ligne. Et donc c'est un petit peu cette approche de l'extérieur que je vais essayer de vous proposer, avec un double regard, donc le regard de ces autres communautés d'écriture sur les enjeux de l'édition d'une part, et puis aussi mon regard de designer en effet, puisque je suis designer-chercheur maintenant à l'école d'art et de design d'Orléans dans l'unité de recherche Ecolab, et que je m'intéresse depuis plusieurs années aux pratiques de documentation, d'éditorialisation, et à la question des communs aussi, de cette posture du designer auteur et comment on peut la transformer. Donc pour commencer la présentation, je vais essayer de préciser un peu d'où je parle. Donc une première partie sera dédiée vraiment à expliquer ce que j'entends par pratique éditoriale en tiers-lieu, c'est-à-dire d'où je parle et que sont ces tiers-lieux dont il s'agit. Ensuite, je présenterai un certain nombre de productions éditoriales qui me semblent singulières, et puis dans une troisième partie, j'essaierai de porter une analyse sur ces productions. Alors, je vais parler donc des tiers-lieux, mais plus largement, je vais parler d'un mouvement de transition auquel je contribue, qui est le mouvement des communs. Nous assistons un peu partout dans le monde, et en Europe, notamment depuis les travaux d'Elinor Ostrom, à une sorte de renaissance des communs, qui est une voie possible vers une réinvention démocratique et sociale. Ce concept de commun, il renvoie à la prise de conscience des limites d'une régulation des sociétés, de l'économie et de l'écologie par soit le marché, soit le public. Donc sur les territoires et en francophonie notamment, ces communs sont incarnés par un maillage d'acteurs qui, par de multiples pratiques, s'attachent à rendre visibles et à construire ces communs dans une perspective de transition. Donc c'est depuis ce réseau d'acteurs que je situe cette présentation, puisque je suis partie prenante d'un certain nombre de groupes que vous voyez ici à l'écran, et qui sont structurés soit de manière thématique dans la francophonie pour porter des plaidoyers, développer des actions sur des communs de la connaissance comme sur des communs naturels. Et ces collectifs sont également structurés de manière territoriale depuis 5 ans environ, en assemblée des communs à l'échelle municipale. Cette renaissance des communs, elle suppose donc la coexistence d'une ressource identifiée, d'une communauté définie autour de cette ressource, et puis de modes de gouvernance collectifs. Et cette renaissance des communs, elle appelle à un renouvellement des instruments et des mécanismes de co-construction de l'action publique sur le plan juridique, économique, écologique, social et politique. Ces mécanismes donc se réinventent simultanément à l'émergence de nouvelles scènes de l'action publique. On a parlé via mes prédécessrices en termes d'intervention, on a parlé d'économie sociale et solidaire. Je parlerai aussi de tiers-lieux, de lieux intermédiaires et indépendants. Donc des mécanismes qui se réinventent par rapport à ces nouvelles scènes et qui se réinventent aussi par une intense production sémantique et documentaire qui sera le cœur de ma présentation. Alors pour préciser un peu ce que j'entends par ces nouvelles scènes et par ces tiers-lieux, il s'agit ici pour moi de parler de processus sociaux, économiques et environnementaux où se jouent des nouvelles formes collectives de travail et de non-travail. Donc quand je parlerai de tiers-lieux auprès de vous,
c'est pour décrire des configurations sociales particulières où se rencontrent des entités autour d'une intentionnalité commune. Donc, il s'agit de travailler à faire commun autour d'un projet politique ensemble. D'autre part, quand je parlerai des tiers-lieux, j'essaierai de porter cette idée de pluralité, puisque ces différentes formes de tiers-lieux sur les territoires, elles sont un réceptacle d'altérité, elles produisent de la singularité et de la différenciation, et c'est aussi ce que revendiquent ces communautés. Enfin, je voudrais porter un regard particulier sur la manière dont ces communautés d'écriture qui portent les communs, comment ces communautés perçoivent et comprennent le numérique. Et je m'appuierai sur les travaux de Louise Merzo, que Nicolas et Servan précédemment connaissent bien également. Il s'agit pour ces communautés d'appréhender le numérique comme un milieu, un environnement où les effets d'interaction de continuum configurent un milieu de vie. Milieu technique, il est surtout ici question d'un milieu associé et de cohabitation et de coévolution entre les parties prenantes de ce milieu. Donc, il est important de comprendre que le tiers-lieu est pensé comme une écologie et que les productions éditoriales sont pensées dans le même esprit comme un milieu où se développent des cohabitations. Enfin, dernière posture, et là encore, je renvoie à la présentation de Nicolas et Servan, qui nous parlait d'un étau des monopoles. Parler de production éditoriale du point de vue des tiers-lieux et des communs, c'est aussi porter un plaidoyer pour ce que je pourrais appeler un médianarchisme, peut-être en rebond à l'ouvrage d'Yves Citon sur les médiarchies, à savoir l'idée de porter un paysage technologique tiers et de le rendre soutenable. Alors, travailler à comprendre ces communautés d'écriture, c'est travailler à essayer d'identifier quels sont les répertoires d'action qui sont développés par ces communautés et qui adressent l'écriture comme un outil à la fois d'action et un outil d'analyse. Donc ça a été présenté par Nicolas tout à l'heure. Nous avons travaillé avec la revue Sens Public à essayer de collecter un certain nombre de démarches qui adressent la question des communs et qui se saisissent des écritures numériques comme un répertoire d'action. Donc ce dossier, il constitue pour nous une sorte d'inventaire de toutes ces postures éditoriales qui sont parfois des postures de résistance, parfois des postures de conversation, et donc qui constitue en soi un corpus qui a été lui écrit par les acteurs eux-mêmes avec l'outil stylo dont a parlé Nicolas, et qui permettait aussi de rentrer de manière réflexive en conversation avec ces acteurs pour mettre en discussion leurs propres actions et la manière de les décrire. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que j'avais appelé les commoners ou les praticiens des tiers-lieux déploient tout un arsenal de pratiques sémantiques et documentaires dont on peut travailler cet inventaire et qui va de la description à l'idée d'inventorier et de partager des expériences jusqu'à le fait de mener des actions beaucoup plus pointues. Je pense notamment à toutes les démarches d'écriture qui consistent à participer à la rédaction de normes, que ce soit la rédaction de normes juridiques ascendantes, et je pense ici à l'écriture des licences Creative Commons par exemple, ou participer à la coproduction des politiques publiques en participant à la coécriture de la loi, comme ça a été le cas par exemple en 2015 lors de la loi République numérique. Voilà un peu donc en ouverture les thématiques que je voulais un petit peu mettre en avant, l'idée que ces espaces communautaires dans une intentionnalité commune déploient tout un inventaire de pratiques dont on a commencé à élaborer un répertoire, mais qui est un répertoire à enrichir et à continuer à analyser. Je vais vous proposer donc de regarder quelques-uns de ces objets éditoriaux. J'en ai recensé 4.
Le premier, c'est un outil qui existe depuis 2010, qui s'appelle Movilab, outil historique des communautés en tiers-lieu, qui assez spontanément, dans une logique de culture libre et open source, ont depuis leur naissance utilisé cet outil commun pour documenter leurs projets. Et de fil en aiguille, ce wiki a permis de fédérer une communauté assez massive en francophonie. C'est un objet qui m'intéresse, donc puisqu'il fonctionne comme Wikipédia, avec un système de wiki avec une gouvernance stricte, et il a été auto-financé, auto-porté par les communautés de tiers-lieux. Et ce qui est intéressant aujourd'hui dans ce wiki, c'est qu'il est remobilisé dans le cadre de politiques publiques pour travailler maintenant aux politiques publiques qui portent les politiques nationales des tiers-lieux. Donc c'est intéressant de voir comment un outil qui vient des marges, hein, qui vient de la société civile, peut arriver à être déployé jusqu'à devenir le support d'une politique publique, hein, depuis l'année dernière en construction. Le deuxième projet que je voulais présenter, c'est une autre forme. C'est un atlas des chartes des communs urbains, c'est-à-dire un répertoire d'outils juridiques qui sont développés par les acteurs des communs. Donc c'est un projet qui a une dizaine d'années également. Ce projet, il a pour vocation de documenter, simplement de répertorier toutes les démarches juridiques qui permettent aux communs d'exister et de perdurer dans le temps. Il répertorie à la fois des documents contractuels administratifs comme des processus plus informels qui permettent de faire perdurer le droit des communs. Il s'accompagne d'un manifeste et là encore, c'est un outil qui me paraît intéressant puisqu'il porte la promesse d'un potentiel travail par ces communautés sur le droit lui-même, d'autant plus que les communautés de commoners aujourd'hui activent de manière très vivace cette question de l'écriture du droit, notamment à travers des travaux de juristes qui travaillent à adapter le droit administratif public français en droit des communs. Donc là encore, un socle de connaissances sur les questions juridiques coécrit et qui s'avère être un support possible pour de futures communautés d'écriture dans le champ juridique, mais ouvert à d'autres communautés. Un troisième objet que je souhaite présenter ici et qui rajoute encore un niveau de complexité sur cette question de l'écriture collective. Donc j'ai montré un wiki pour documenter des projets collectifs ou individuels et les mettre en commun dans une logique open source. J'ai présenté un répertoire d'actions juridiques écrits collectivement. Ce prochain projet, le cahier de proposition pour des politiques des communs, là l'enjeu a été d'une difficulté encore supérieure. Il s'agissait collectivement d'essayer de formaliser des propositions politiques pour les dernières élections municipales. Donc pour ce projet qui a été mené par des communautés de personnes plus ou moins investies d'ailleurs sur les questions politiques, nous avons de la même manière utilisé Stylo, qui a été présenté par Nicolas tout à l'heure, pour élaborer les textes, les mettre en conversation, faire face à des accords et des désaccords, essayer de formaliser ensemble des propositions politiques. Donc ça fait écho à un certain nombre d'outils qui sont mis en place à des échelles nationales et ça potentialise aussi une prise de parole démocratique sur des sujets du quotidien qui pourraient être largement investis par ces communautés d'écriture. Enfin, le dernier projet que je souhaite montrer, c'est ici un projet en cours de traduction d'un ouvrage, donc encore une autre forme de pratique, la traduction. Donc cet ouvrage de David Bollier et Silke Heinrich qui s'appelle Free, Fair and Alive, qui existe en allemand, en anglais et qui est actuellement traduit par des communautés d'écriture, là aussi sur un mode collaboratif en vue de la production d'un ouvrage et de la création d'un wiki fédéré de connaissances.
je vais pas m'attarder plus sur ces projets, mais je vais essayer de les analyser maintenant avec un peu plus de recul. Alors, que peuvent nous apprendre ces projets ou comment les regarder plutôt de notre point de vue de non-chercheurs, mais point de vue de praticiens de ces communautés. Et au regard de ces processus collectifs d'écriture, de quoi voulons-nous prendre soin? C'est aussi la question qui était adressée tout à l'heure par Nicolas. Je pense que c'est la question nous qui nous importe. Qu'est-ce qui nous intéresse dans ces processus collectifs d'écriture, comment on les pérennise. Pour cela, on a travaillé plus largement dans les tiers-lieux, à essayer de comprendre ce que l'on faisait en essayant de formaliser ça au travers de ce qu'on appelait une marque collective de certification avec 5 critères. Ces 5 critères aujourd'hui, donc qui sont des critères pour évaluer entre pairs les tiers-lieux, je pense que potentiellement ils peuvent s'appliquer aussi à tous les objets et les services et donc potentiellement les productions éditoriales qui ont lieu dans ces lieux et dans ces communautés. Ces 5 critères, je vais les énoncer rapidement et j'espère qu'ils pourront aussi susciter des conversations. Il s'agit de s'intéresser à la question de la confiance et à la bienveillance entre les acteurs. Comment on met en place finalement une gouvernance qui fonctionne, et ça c'est une des problématiques clés de l'ensemble de ces projets. On connaît bien l'exemple de Wikipédia où la gouvernance est extrêmement stricte et qui dit écrire en commun dit mettre en place des règles. Voilà, donc il s'agit ici d'évaluer au sens de savoir consciemment mettre en place des systèmes qui fonctionnent et les adapter au regard des communautés. Le deuxième critère, c'est la question de l'ouverture, donc libre et open source. Quel est le degré d'ouverture de nos contenus? Le troisième critère, c'est la question de la réappropriation, au-delà de l'aspect formel de publication. Quelles sont les licences et jusqu'où on permet à la fois la publication, mais aussi le retour de la valeur vis-à-vis de ce qui est du travail qui a été fourni. Quatrième critère, c'est la question de l'émancipation. Finalement, quels sont les effets du travail collectif qui a été fourni? Est-ce que les effets sont collectifs, individuels, citoyens, économiques, politiques? Et enfin, le dernier critère, c'est le critère de la résilience et de la modularité, ou plus largement le critère de l'échelle d'action. Est-ce que je touche mon quartier, mon village, ma région, mon pays, mon continent? Voilà, donc 5 critères qui pourraient être peut-être la base pour penser un nouveau regard sur l'évaluation de ce qui est produit en tiers-lieu du point de vue des publications. Et qui s'accompagne de tout un travail qui est documenté sur la construction de ces communs. J'aurais pas le temps ici de parler de tous les travaux sur les licences, sur la gouvernance, mais pour produire ces productions éditoriales et pour produire l'ensemble des services qui ont cours dans ces lieux et dans ces communautés, on invente de nouvelles licences, les licences à réciprocité, on invente de nouveaux modèles de financement contributif. Toutes ces expériences sont documentées dans un wiki dont l'intitulé est Construire des communs et qui donne à voir le champ des possibles et des travaux en cours. Enfin, donc, pour moi, une manière de conclure, je crois qu'il me reste 2-3 minutes, sur le sens de cette présentation et peut-être les idées que j'aimerais mobiliser pour conclure. Quel regard peut-on nous porter en tant que communauté d'écriture sur cette question de l'éditorialisation? Qu'est-ce qui compte? Pour nous, ce qui compte, c'est peut-être d'abord la question du rapport à l'institution ou de notre capacité à s'auto-instituer en communauté d'écriture. L'auto-institution, c'est le propre des communs. L'objet du commun, c'est l'auto-institution du social. J'ai cité l'exemple tout à l'heure de Movilab. Pour moi, le wiki Movilab, qui est un objet éditorial a priori très modeste, est devenu quelque part une micro-institution qui aujourd'hui a un impact politique puisqu'il est utilisé par l'Agence nationale des tiers-lieux. Donc, est-ce une forme d'auto-institution?
c'est une question que j'ouvre, et est-ce une forme de partenariat entre le public et les communs? C'est aussi une question que je laisse ouverte. La deuxième chose qui compte pour moi dans cette présentation, c'est de défendre peut-être l'idée que dans ces actes d'éditorialisation, il y a une envie de défendre une forme de culture de l'interprétation, comme dirait Yves Citon, c'est-à-dire peut-être mettre un peu à mal l'idée un peu idéalisée que nos démocraties seraient une recherche permanente de consensus. Ça a été dit d'ailleurs par Nicolas Sauret, hein, quand il a parlé de la conversation. La conversation dans la recherche, dans les sciences sociales, comme dans nos communautés d'écriture, c'est à la fois notre capacité à travailler des controverses et travailler la discussion. Et donc pour travailler ces controverses, nous portons peut-être, comme le fait Yves Citon, un plaidoyer pour ce qui pourrait être un débat interprétatif dans des espaces publics oppositionnels, parce que il nous semble que c'est le fruit de la démocratie que de pouvoir exposer et débattre de cette manière. Un regard aussi sur cette question de l'interprétation par rapport à la rationalité, par rapport à la science. Rechercher le mycélium du sens pour Yves Citon, c'est aussi reconnaître que la raison est multiple. Donc pour nous, communauté d'écriture, c'est peut-être vouloir vouloir proposer de la diversification et une attention interprétative à prendre en compte la multiplicité des raisons contradictoires. Et donc ça, c'est aussi peut-être une idée que l'on aimerait défendre. Et enfin, pour finir, donc je pense que, ou en tout cas, c'est le travail que nous menons avec Servan, Nicolas et avec bien d'autres chercheurs designers, l'idée de poursuivre ce travail sur les figures et les formations des collectifs connectés ou pas d'ailleurs. Là, je fais référence au travail de Nathalie Casemajor, qui avait dressé un répertoire sur les publics et leurs présupposés normatifs, donc un répertoire à poursuivre, et c'est le fruit du travail que je mène grâce aux invitations qui ont été faites par la chaire écriture numérique, et grâce à de nouvelles collaborations, et ça c'est peut-être la dernière idée que j'aimerais amener. Aujourd'hui, beaucoup de designers s'interrogent sur la question des écritures collectives, parce que c'est nécessaire du point de vue des monopoles qui ont été dénoncés, de pouvoir reprendre la main sur nos outils et nos pratiques d'éditorialisation, et parce que c'est nécessaire aussi d'un point de vue politique. Et donc pour cela, de plus en plus de designers sont concernés par cette capacité d'une part à créer de nouveaux outils, mais aussi de mutualiser ces pratiques et de les mettre en conversation. Donc vers de nouvelles postures éditoriales, c'est l'enjeu pour nous tous. Vous voyez ici à l'écran une image d'une interface qui est créée par l'Atelier des chercheurs, donc un collectif de designers qui réinvente aussi ces pratiques d'éditorialisation. On a travaillé avec Pauline Gourlet sur un workshop sur ces nouvelles postures éditoriales, et dans nos pratiques de transmission, on essaye aussi de rendre conscient ces postures de documentation. Et pour conclure, donc ce travail sur les postures et les figures à faire émerger, il s'accompagne aussi de solidarité dans l'ensemble de nos réseaux pour mutualiser et travailler sur des consortiums autour de l'édition et de la documentation. Donc à défaut de présenter peut-être ici une démarche qui serait une démarche individuelle, mon souhait c'était plutôt de montrer une dynamique en cours qui se construit sur la base de réseaux et de pratiques qui ont des dizaines d'années et qui est en train de mûrir et de converger pour essayer de mutualiser l'ensemble de ces travaux. Voilà, j'espère que j'ai été claire et je vous remercie pour votre attention. Antoine, on t'entend pas du tout depuis tout à l'heure. On n'a pas ton micro, c'est coupé. Que là, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok, d'accord. Petit problème technique. Excusez-moi. Donc, je reprends. Donc, nous allons passer à la phase de questions-réponses. Donc, suite à ces deux interventions-là. Et donc, ce que je disais, c'est que Marcello Vitali Rosati, le
directeur de la chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques, m'a rejoint. Et donc, je vais laisser Valérie poser une première question à Sylvia, et puis ensuite on enchaînera sur quelques questions pour Nicolas et Servan, et on reviendra également sur les premières présentations. J'ai mis mon son là. Vous m'entendez? Alors, Sylvia, je te remercie beaucoup pour ton intervention. Et la question que j'aimerais te poser concerne la notion de communauté d'écriture. Donc, dans tout ce que tu as dit, en fait, tu t'es surtout intéressé au collectif d'auteurs. Et donc, je voudrais savoir déjà si on peut employer ce terme de collectif d'auteurs, vu qu'en fait, tu t'intéresses à une communauté d'écriture. Et je me demandais si le terme d'auteur était encore significatif dans ce type de travaux. Merci pour ta question. C'est une question difficile, mais j'y répondrai par deux bouts, en disant que parce que la question de l'autorat, moi je l'entends à deux niveaux. Je l'entends du point de vue de la signature et ce que ça signifie écrire en tant que singularité, et puis je l'entends du point de vue économique et ce que ça veut dire en tant que modèle de vie en fait. Et je pense que pour ces deux angles-là, il y a des pistes qui sont en travail. Alors du point de vue de qu'est-ce que ça veut dire s'exprimer en tant que singularité, qu'est-ce que ça veut dire s'exprimer en tant que collectif, il me semble important de défendre que chaque écriture en communauté d'écriture est située et qu'elle part d'un endroit, et que pour autant le pari des écritures collectives, c'est peut-être de considérer que ce qu'on va écrire va nous dépasser ou va devenir plus grand que nous. Donc je pense que c'est une manière de dépasser le droit d'auteur. En tout cas, la question de l'autorat, en tout cas, c'est ce qu'on cherche. C'est-à-dire garder son identité, situer son écriture, tout en étant dépassé par quelque chose qui devient plus grand que nous. Et du point de vue économique, je dirais que il y a un travail assez fort que j'ai très très rapidement évoqué sur la question de la réciprocité dans les tiers-lieux, et que autant, en fait, plus on va mettre en question cette question de l'autorat, plus on va travailler sur la question de la rétribution et des modèles, et c'est ce qu'on fait très activement dans ces communautés, en multipliant les propositions et les expérimentations sur la question de la rémunération. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sylvia. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Alors, je vais enchaîner avec une question pour Servan et Nicolas. Les ateliers Sens Public s'appellent les ateliers de Sens Public, et du coup, on aurait voulu savoir un petit peu quelle peut être la relation entre les collections monographiques, donc des ateliers, et la revue Sens Public. Et puis aussi, vous avez abordé cette question-là, la relation qu'il peut y avoir entre l'édition d'articles et de l'édition de monographies, de voir un petit peu quels sont les liens entre les deux en termes d'outils, de pratiques, voire même de bonnes pratiques. Vas-y. Alors la relation à la base, c'est celle d'abord d'un groupe, hein, on parle d'archipel Sens Public. À l'origine, il y avait vraiment cette idée de proposer d'autres formats éditoriaux et de fait d'autres formats de lecture aussi, hein. On prenait vraiment en compte la dimension appropriation. C'est vrai que sur une revue savante, on est dans une publication séquentielle par petits morceaux. On ne va pas publier toute une monographie sur une seule page web, ça n'a pas vraiment de sens. Si je prends l'exemple donc on a un découpage plutôt pour certains en chapitres, mais un exemple qui est assez intéressant, c'est celui de l'échange épistolaire, où là ça permettait d'avoir vraiment une publication épistolaire presque sous forme de chronique, où le lecteur a pu suivre pendant un mois ou deux l'échange entre les deux chercheurs, et ensuite les ateliers offraient une reprise sous forme d'un seul objet. Et par ailleurs, l'un des intérêts aussi des ateliers de Sens Public, c'est qu'on propose du print on demand, donc vraiment un format qui permet d'amener le texte avec soi, de l'emporter, et voilà, donc vraiment une réflexion sur la
question des modes de lecture. Et je dirais qu'aujourd'hui, dans les projets qu'on développe désormais, il n'y a plus vraiment ce pont qui s'établit systématiquement avec la revue Sens Public. On est sur des projets sur lesquels nous, on travaille en tant qu'éditeur, donc directement avec les auteurs, avec une discussion avec eux, et où on pense le livre adapté à leur projet. Voilà, si je peux rajouter quelque chose, c'est on essaie de penser les formes éditoriales de manière à ce qu'elles soient effectivement plus fragmentaires, en considérant en fait que ce qui se joue avec ce concept d'éditorialisation, ce concept des écritures numériques, c'est une plus grande circulation des fragments qui passent par l'appropriation des éléments de connaissance, des fragments de connaissance, qui puissent être réemployés, réécrits, réinterprétés. On retrouve effectivement les principes que Sylvia a pu développer. On retrouve aussi ce principe d'écologie dans une espèce de milieu d'écriture dans lequel les fragments doivent circuler, les idées doivent circuler et participer ainsi à des formes de conversation. Alors je vois Marcello qui est là, peut-être il aura des choses à dire sur ce sujet. On voit qu'il en rêve. Moi, je voudrais juste rebondir peut-être avant de relaisser la parole à Valérie sur cette question aussi de la visibilité de ces démarches-là. Il y avait une question tout à l'heure qui a été posée pour les presses universitaires de Grenoble. Sylvie, je ne sais pas si tu pourrais y répondre. C'est le fait que finalement, la nature particulière de cette entreprise n'est pas forcément très affichée sur le site des PUG. Et je voulais savoir si tu pouvais nous dire si c'était un oubli, un manque, ou s'il y avait aussi une stratégie de vouloir montrer d'autant plus ce que font les PUG en tant que coopérative. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Sylvie? Alors, vous m'entendez là? Parce que je me vois pas, mais ouais, on m'entend. Non, c'est simplement un manque de temps. Et on est en train de justement procéder à une refonte de notre site internet avec une nouvelle navigation. Et malheureusement, avec tous les impacts qu'ont eu la crise sanitaire et le fait que l'on soit une petite équipe, c'est quelque chose qui existe à l'heure actuelle, mais effectivement, il faut descendre tout en bas du site pour trouver la partie qui sommes-nous. Mais c'est quelque chose qu'on veut effectivement mettre en avant davantage. Donc c'est prévu, mais pas encore prêt. Merci beaucoup, Sylvie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Valérie, est-ce que tu veux poser peut-être une dernière question? Il nous reste quelques minutes avant la fin de la session. Oui, alors je veux bien poser une question, mais je ne sais pas à qui en fait. Donc qui voudra y répondra. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette discussion et dans ces écrits, c'est qu'en fait on a mis en avant, vous avez mis en avant en fait le fait qu'on s'intéressait aussi à la conversation et au débat. Et donc j'aurais une question de ce côté-là, comment en fait on arrive à faire des productions éditoriales qui mettent en avant plutôt le débat plutôt qu'une pensée d'une personne qui réfléchit. Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, la question est claire. Alors, il y a une toute première réponse qui pourrait être le premier ouvrage qui a été publié aux ateliers, qui était en fait une conversation épistolaire entre deux chercheurs. Donc c'est une réponse. Une deuxième réponse, et je pense qu'il y en a beaucoup, mais une deuxième réponse, c'est l'idée que la production d'un ouvrage, quel qu'il soit, y compris d'un ouvrage qui sera signé un jour par une seule personne, cette production en fait résulte d'une multitude d'apports, d'une multitude de conversations préalables. Et je crois que l'environnement numérique aujourd'hui nous permet de tracer ces conversations, de créer des dispositifs qui les recueillent
et qui les associe à une production finale éventuelle, une production d'ailleurs qui n'a plus lieu d'être figée, d'être finie, et qui peut être en édition ouverte, en édition continue, et sur lequel en fait une conversation va se poursuivre. Donc on a cette possibilité à la fois d'ouvrir et de rendre transparent les conversations préalables à une publication, de réattacher ces conversations à la production finale, et également de poursuivre ces conversations sur cet espace que devient le livre ou l'ouvrage ou n'importe quel écrit en ligne. Tout simplement le fait, ce qui a été fait dans le dossier des communs de Sylvia et de Nicolas, d'avoir certains textes en plusieurs versions, donc c'est-à-dire une version, une première version, un peu un brouillon, un premier jet déposé en ligne, avec toutes les annotations autour, tout cela accessible, tout ça visible encore aujourd'hui, puis une version mise à jour. Ça, je crois que c'est vraiment un dispositif offert par le web qui permet voilà, de montrer les états du texte, qui sont aussi des états de la pensée, avec les apports multiples en fait de lecteurs. Et on voit bien qu'ici on s'extrait du coup de la simple évaluation par les pairs, parce qu'on est vraiment dans une conversation, et nous c'était un petit peu notre objectif. Donc ouais, ce principe de versionner et de montrer les états du texte, qui sont aussi les états de la pensée, participe de cette dimension conversationnelle. Merci beaucoup pour cette réponse. Je te redonne la parole, Antoine. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir à la question qu'a posée Valérie? C'est bon? Ok. Alors, on avait deux questions dans le chat là, qui viennent d'arriver. Il y en a une un petit peu technique de la part de Gérald Cambellec. Et puis, il y en a une autre un petit peu plus sur l'aspect économique. Alors, la première, c'est l'adressage des fragments et leur documentation. Permettent-ils de parler d'écriture nativement sémantique avec stylo? Alors, je pourrais répondre à cette question, mais je ne vais pas le faire. Peut-être que Sylvia, Nicolas vient de prendre la parole. Peut-être que Sylvia, qui a une expérience aussi de stylo, mais dans d'autres cadres, pourra essayer de répondre sur cette question de la structuration d'informations et d'aller encore plus loin, mais aussi d'apporter voilà, un balisage plus fortement sémantique. Sylvia, est-ce que tu pourrais donner quelques éléments ou pas? Oh, je laisse les spécialistes, les auteurs. Non, je laisse la main à Nico. Ouais. Alors, je ne saurais pas complètement dire ce qu'est du nativement sémantique, mais ce qui est vrai, c'est que on donne cette possibilité avec le balisage qu'utilise le stylo de documenter des éléments d'information, de connaissances, des fragments, de les documenter et de sémantiquement les étiqueter pour qu'il s'intègre ou qu'il s'insère dans une écologie du fragment plus large. Par contre, ce que ne fait pas encore Stylo, c'est d'outiller cet étiquetage du fragment avec un étiquetage standard qui peut-être s'intégrerait davantage dans ce que Gérald appellerait du semantic publishing. Mais c'est des choses qui sont, on va dire, pré-câblées, envisagées, et on travaille notamment pour cela avec la TGR Humanum qui nous ouvre aussi toute cette expertise en termes de balisage sémantique. Merci. Alors peut-être qu'on va finir avec une dernière question et puis je vais me permettre de tenter de conclure à la suite de ça, parce qu'on arrive vraiment à la fin. Benoît Epron pose une question sur les ateliers sens public, mais qui pourra aussi être adressée quelque part à Sylvia, peut-être un petit peu moins au PUG. C'est la question du soutien d'une structure de publication. Dans le cas des ateliers sens public, c'est le soutien de la chaire de recherche sur les écritures numériques et puis du centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques. Et de savoir si c'est idéal comme soutien, et si ça ne l'est pas, quel serait en fait le portage optimal pour une structure d'édition comme les ateliers de sens public. Cette question peut aussi s'adresser à Sylvia sur différents projets qui demandent en fait du temps, donc de l'argent, et de savoir un petit peu comment. Moi, je peux répondre activement. En effet,
regard des groupes que j'ai présentés, on cherche des formes d'autonomie ou d'écologie aussi de ce point de vue. Alors peut-être ce qui est plus facile pour nous, c'est qu'on souvent ces pratiques sont liées à de l'action et que on cherche à faire en sorte que la dimension documentaire en fait intègre le projet lui-même, donc ne soit pas séparé de l'action. Voilà, c'est un premier élément de réponse. Je laisse la main à Servan et Nicolas s'ils souhaitent répondre. Alors, c'est donc pour reprendre cette question, hein, effectivement, actuellement les ateliers pratiquement existent sans structure juridique. On existe de fait en fait dans l'environnement numérique, mais un petit peu nulle part dans l'environnement juridique. Et en fait, toutes les actions des ateliers, toutes les publications, les heures d'édition qui s'y passent sont soutenues effectivement par la chaire et sont soutenues aussi par les auteurs à travers les financements qu'ils ont obtenus pour leur publication. Est-ce que c'est idéal? Je ne sais pas. Je crois que au sein des ateliers, notre modèle économique, qui n'est pas du tout en place, mais celui auquel on aurait réfléchi, orientait plutôt, on va dire, une rétribution autour des services à l'édition que l'on aurait pu mettre en place à partir de notre expérience acquise, donc soit sur les outils, sur les protocoles, etc. Et en fait, c'est sûr que dans cette économie du savoir qui va vers cette science ouverte, la question de la rétribution de l'écriture est de moins en moins évidente, soit parce qu'elle est considérée gratuite, hein, les chercheurs de ce point de vue-là travaillent gratuitement, et donc on imaginait, pour à nouveau, hein, sans l'avoir mis en place pour le moment, on imaginait plutôt une rétribution autour de services et autour d'expertise sur l'édition scientifique. Et dans le même temps, on est tous engagés en fait dans un partage de ces mêmes savoirs autour de formation, autour de documentation de nos pratiques. Et donc on participe déjà en fait à cette littératie entre guillemets gratuitement dans un principe de partage. Pour compléter juste en quelques secondes, vraiment quand on a parlé ensemble de revoir les formes d'écriture, notamment format, mais aussi forme un peu rhétorique, on a très peu de projets en cours, mais ces projets-là, on les suit énormément. Au sein même, on fait vraiment un accompagnement à l'écriture, qui est un accompagnement à la fois technique, de travailler avec stylo, par exemple. Donc pour le projet là qui est en cours de Christine Devlotte que j'ai pu citer, on a vraiment eu au début beaucoup de matière avec eux, qu'on a travaillé à réorganiser, à réécrire aussi, avec vraiment on fait un travail d'éditeur, mais au sens premier du terme, ce qui quand même, il faut l'avouer, a tendance à devenir rare dans le milieu de l'édition savante, surtout milieu des monographies, où en plus souvent la maison d'édition envoie à la rigueur un relecteur, et voilà, mais le fond sera très peu discuté, sauf en ayant recours à l'évaluation par les pairs qui se fait de façon souvent bénévole. Donc là, c'est vraiment un autre modèle qu'on prône, et je crois que parmi les services dont Nicolas parle, il y a aussi ce service-là, qui est vraiment celui de travailler le texte avec de nombreux allers-retours. On va sur place avec les équipes, c'est ce qu'on a fait avec Hélène Beauchef, avec l'équipe de Lyon. On est allé sur place travailler 3 jours avec le groupe autour du travail d'écriture, de lecture, d'annotation des textes, tous ensemble. Merci pour vos réponses. Alors, sauf si Valérie, tu n'as pas de questions, je vais peut-être me permettre de conclure, parce que nous sommes déjà arrivés à 11h05. Je sais que certains et certaines ont d'autres réunions. Servan doit s'envoler pour une autre rencontre. Alors, Valérie, est-ce que tu avais d'autres questions à poser, ou est-ce qu'on peut conclure à ce moment-là? Non, on peut conclure. Par contre, tu veux bien reprendre la main Je sur vais déjà, la présentation? Tout à fait. Alors, ce qu'on voulait vous dire, c'est que déjà vous remercier les intervenantes et les intervenants pour la qualité de vos présentations. Malheureusement, Émilie Paquin a été un petit peu coupée en cours de route,
parce que voilà, problème de connexion. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Érudit, vous pourrez aussi aller directement consulter la plateforme et les nombreuses ressources qui y figurent. Alors, ce qu'on a voulu faire avec Valérie Laroche aujourd'hui, c'était de vous présenter différentes initiatives et constater que les enjeux de l'édition scientifique aujourd'hui sont bien pris en compte, hein, avec des expérimentations éditoriales. On l'a vu avec les pubs, mais aussi avec les ateliers de sciences publiques et avec Sylvia Fredriksson, mais aussi des expérimentations fédératives, hein, si je puis dire, avec Érudit, hein, même si la présentation a été coupée. Et puis des expérimentations économiques avec les PUG et avec aussi des exemples présentés par Sylvia Fredriksson, et enfin des expérimentations ouvertes. Là, c'était un petit peu le cas de toutes les interventions. Ces initiatives, hein, de l'édition scientifique ou de l'édition savante, elles existent au présent, hein, c'est-à-dire que quelque part, je pourrais dire que le futur est déjà là. Ce que nous avons tenté de faire ici avec Valérie Laroche, et grâce au soutien des entretiens Jacques Cartier que nous remercions, hein, c'est de donner de la voix à ces initiatives, qu'elles soient déjà connues ou moins connues, et j'espère que vous pourrez vous en inspirer dans vos projets ou dans vos recherches. Alors, avec Valérie Laroche, on vous donne un nouveau rendez-vous le jeudi 27 mai 2021, alors à Villeurbanne en France, à l'ENSIB, près de Lyon. Alors, c'est impossible de savoir à l'heure actuelle si cet événement pourra avoir lieu en présentiel, mais en tout cas, il aura lieu quoi qu'il arrive, même si c'est à distance. Et donc, on prendra un long moment d'échange avec les participantes, enfin avec les intervenantes et les intervenants d'aujourd'hui pour prolonger ces questionnements sous la forme d'une vraie table ronde et pouvoir du coup continuer un petit peu ce qu'on a amorcé aujourd'hui, en sachant que la présentation à laquelle vous êtes en train d'assister sera enregistrée, donc elle pourra être revue au besoin. Si vous voulez en savoir plus, notamment sur les interventions d'aujourd'hui, nous vous invitons à prendre contact directement avec les intervenants et les intervenantes, et nous restons aussi, Valérie Laroche et moi-même, à votre disposition, hein. Vous trouverez facilement nos coordonnées, donc n'hésitez pas à contacter les intervenants ou à nous contacter nous si besoin. Valérie, est-ce que tu veux dire un mot également pour conclure? On t'entend pas, Valérie. Ah, excusez-moi, j'avais coupé mon micro et je viens de le remettre. Non, je voulais juste remercier l'ensemble des intervenants, et je me fais une joie de me dire que ce n'est pas qu'une conférence aujourd'hui, mais qu'elle sera suivie d'une table ronde que je pense sera très intéressante. Donc, merci à tous et à bientôt. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Oui. Au revoir, à bientôt.